Madame, Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Je profite pour saluer Julie Dubé. Bonjour Julie. Tout est beau? Écoute, c'est un plaisir d'accueillir Julie Dubé. En fait, je fais un petit rappel pour Julie Dubé. On est dans le cadre d'un cours de psychologie sociale que j'anime depuis 2012 à l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'est un cours que j'anime et puis c'est aussi une bonne occasion pour moi de mettre les étudiants en contact avec en fait, d'autres champs de connaissances et puis de les faire rencontrer du monde qui sont soit dans l'intervention, soit dans la psychologie, soit dans la sociologie, soit dans d'autres domaines, travail social, etc. Donc, c'est un honneur pour moi d'accueillir Julie, qui est une collègue qui a beaucoup aussi je dirais, du cœur pour Haïti. Donc, la dernière fois, j'avais accueilli Babacar, qui avait fait une intervention pour nous. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'inviter Julie pour parler un peu Écoute, Julie, tu as carte blanche. Tu nous parles de tout ce que tu veux aujourd'hui, de la psychologie, tu nous parles de MBTI. Parle-nous un peu de toi, mais je pense qu'en fait, ce serait peut-être intéressant de commencer, Julie, si tu veux bien, commencer par nous parler un peu de qui tu es, comme ça les étudiants pourraient savoir à qui ils et elles ont affaire. Dans le milieu scolaire, mais j'ai aussi travaillé dans la recherche d'emploi. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis avec CAC comme conseillère d'orientation. J'exerce aussi auprès des clientèles des Premières Nations. Donc, je m'intéresse beaucoup justement à toute la dimension humaine. Un conseiller d'orientation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une spécialiste de la dynamique individu-école-travail, mais pas juste maintenant dans ce domaine-là. On peut en retrouver en recherche d'emploi, on peut en retrouver en ressources humaines, en gestion des organisations, en gestion du stress. Donc, c'est un champ qui est quand même assez large. J'ai fait ma maîtrise HRT et mon baccalauréat aussi à la même place. Et ben, justement, samedi, je lui parle souvent des choses que j'aime beaucoup, c'est le MBTI. Et il m'a parlé que ce serait fun que je puisse en faire une activité que je présenterais, qui serait un peu sous une forme ludique aussi, pour mieux se connaître, mais aussi mieux se servir de ces éléments-là dans l'intervention sociale du champ d'expertise à vous. Parfait, Julie, parfait. Donc, écoute, Julie, les étudiants, ils ont passé toute la session à m'écouter, là. Donc, maintenant, c'est le temps je sais pas si tu arrives à partager, si tu arrives à partager avec nous ton PowerPoint. Est-ce que c'est possible? Mhm. Euh, je vais vous inviter à une proche de vous, un crayon et une feuille Parfait pour pour prendre des écrire des notes. réponses pendant que je vais vous présenter. Parfait. Donc, je commence maintenant. Ça, c'est pas long. Ça se fait pas long, on dirait que je le vois pas. En fait, on est quand même nombreux à te suivre. Julie, on est 45 sur cette plateforme, Parfait. 45. Et puis, on est 5 sur Zoom. Et puis, on est une vingtaine sur TikTok. OK. Là, ce que j'essaie de voir, c'est. J'ai toujours comme mes deux écrans. Je vais juste vérifier voir si je suis capable d'aller chercher mes repères. C'est la première fois que je le fais comme ça. Voilà, je Ça comprends. marche. Hmm. Bon. Je t'avais envoyé la présentation. Hein? Oui, oui, Julie, est-ce que tu veux que je pourrais demander à Francky de le partager si tu n'arrives pas à le voir? Est-ce que tu arrives à le voir? Tu arrives à le partager? Parce que c'est comme si je ne vois pas mon écran OK. présentement. C'est pas grave. Donc, je vais le partager avec Francky, qui lui pourrait facilement le partager pour vous. Merci, Franck. Présenté.
faire apprendre et comprendre les différents types de personnalités et leurs préférences, qui permet dans le fond d'éclairer les relations interpersonnelles, les conflits et les dynamiques de groupe. Pourquoi que je m'intéresse au Myers-Briggs? C'est particulièrement parce que c'est un outil qui est vraiment versatile, qui est facile à utiliser. Je trouve aussi qu'il donne beaucoup d'éléments sur la personnalité. Donc, ici, mieux se comprendre pour mieux interagir, je vais aller dans une perspective pour la psychologie sociale. Donc, c'est identifier ses forces, mais aussi ses axes d'amélioration. On a tous des forces, mais où est-ce qu'on a des forces? On a aussi des petits points qui peuvent être améliorés ou qui peuvent être plus difficiles pour nous. Reconnaître aussi ses préférences de communication. On ne communique pas tous de la même façon. Favoriser aussi des interactions plus efficaces et constructives. Donc, les types de personnalité Myers-Briggs, type indicateur, et excusez-moi, mon anglais est vraiment pas bon quand je le dis, surprenez-vous pas, ou MBTI, je vais plutôt dire le MBTI, est un outil d'évaluation psychologique qui permet de se situer parmi 16 types de personnalités à travers 4 dimensions. Ces dimensions-là, c'est lesquelles vous avez l'orientation de votre énergie, le recueil de l'information, comment vous allez chercher l'information, la prise de décision, puis votre mode d'action sur son environnement. D'où ça vient le MBTI comme tel, parce qu'on aime bien comprendre d'où viennent les outils qu'on utilise. Le MBTI, il remonte au début du 20e siècle. Il s'inscrit dans une tentative de rendre la psychologie de Carl Jung plus accessible et applicable à la vie quotidienne. En 1921, M. Young dit type psychologique. Selon lui, les individus ont des préférences naturelles dans la manière dont ils vont percevoir le monde, vont prendre des décisions. Donc, les dimensions qu'il avait évaluées sont l'introversion versus l'extraversion, les fonctions cognitives, sensations versus intuition. Oh, là, je ne vois pas bien mon dernier mot, ça ne sera pas long. OK. Et les pensées versus sentiments. Donc, Myers-Briggs, parce qu'on dit, ben, c'est Carl Jung, pourquoi Myers-Briggs? C'est en découvrant les théories de Carl Jung sur les préférences psychologiques que l'américaine Catherine Cook Briggs et sa fille Isabelle Briggs-Myers ont décidé de créer en 1962 un outil accessible, applicable à la vie quotidienne, notamment dans les domaines qui ont rapport avec l'orientation, le travail et les relations humaines. Donc, vous comprenez bien qu'en tant que conseillère d'orientation, ça me touche beaucoup étant donné que j'ai à travailler avec des gens qui connaissent leurs intérêts, leur type de personnalité, leurs valeurs, leur mode de fonctionnement. Pour moi, c'est un outil qui devient très accessible et à force de le connaître, ben, je trouve que c'est même facile en peu de temps de découvrir quels sont les types qui sont en avant de moi. La société Myers-Briggs Company continue de publier des recherches pour former des praticiens qui mettent à jour pour l'adopter aux besoins contemporains. Excusez-moi, je sais pas, mais on voit pas les autres pages, on voit juste la première page. Est-ce que c'est volé? Non, Ok. je vais faire, OK. Oui, ça bouge maintenant. Oui, ça marche. Là, vous ne voyez pas les investigatrices comme ça veut dire. Non, on l'avait pas vu, maintenant on le voit maintenant. Ça marche. Je suis correct. Je pense que tu es correct là. On peut avancer. OK, là, je vais juste voir comment que je fais à ce moment-là. Si je le bouge, là, vous le voyez. Oui, on le voit très bien. Oui, oui, parfait. Oui, on le voit maintenant. Ouais. Ça dérange si je le laisse comme ça parce que tantôt, je l'ai mis comme en mode plein écran. Oui, mais ça n'a jamais été plein écran. Alors on le voit pareil. Ah, OK. Donc, on va y aller comme ça à ce moment-là. Je vais essayer de hausser un petit peu plus pour mieux le voir. Non. Attendez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Madame Dumais, si vous le souhaitez, je peux prendre le relais. Oui, je pense que je préférerais. Ça va être plus facile parce que plus facile pour toi aussi. Je suis capable de voir tout le monde en même temps. Puis, je ne suis pas capable de me concentrer. OK, donc j'ai pas de problème. Donc, je peux prendre le relais. Comme ça, vous pouvez arrêter votre partage. Et puis, ouais, je prends le relais pour voir. Ouais, ça va être plus facile pour toi, Julie. Ah, c'est parfait. Merci. OK, merci. Donc, maintenant,
instant, je vais faire le partage de mon écran. Un instant, je suis dessus. Oh, oh, ok, maintenant, oui, maintenant, vous voyez, c'est bon? Oui, on le voit bien. Oui. Ah, c'est parfait. Donc, c'est les diapositives que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, c'est ça. On va avancer jusqu'à celle où on voit un crayon. Ok, d'accord. Donc, M. Young et Mme Briggs et Oui. OK. Donc, en fait, ce que je vais faire avec vous, ça va être une version très simplifiée de l'idée en 4 questions. Je trouve cette formule-là vraiment intéressante. Pas trop vite, pas trop vite. Donc, je vous invite à prendre votre crayon et une feuille et je vais vous demander d'être le plus spontané possible. La première, on peut aller à la prochaine diapositive, mais juste un clic. Donc, la première question que je vais vous poser, ah, tu vas un petit peu trop vite, tranquille. On peut circuler un petit peu? OK, parfait. Dans le fond, je vais vous poser la question, où puisez-vous votre énergie? Est-ce que c'est dans votre univers intérieur, donc introversion pour le I, ou à partir de votre environnement extérieur, extraversion? Un exemple, vous êtes invité dans une soirée où il va y avoir beaucoup de monde. La personne qui va être extravertie va se dire, ah oui, ça va être plaisant, ça va me donner de l'énergie de voir des gens, je vais pouvoir discuter, parler, rencontrer du monde nouveau. L'introverti va faire, ouf, j'espère que ça ne sera pas trop brillant, qu'il n'y aura pas trop de monde. Si je fatigue, je vais probablement m'en aller. Si je rencontre une ou deux personnes, de pouvoir jaser avec eux, je vais me sentir plus à l'aise, je vais être moins portée sur ce côté. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'y aller spontanément. Est-ce que vous seriez plus du type introverti ou extraverti? Tranquille, on peut continuer. Je vais donner des exemples justement où on parle d'introversion-extraversion. L'introverti, ça va être une personne qui va souvent apprécier plus la solitude, le calme. Elle va puiser vraiment son énergie dans son monde intérieur. Par exemple, une personne qui aime s'inventer des scénarios, des histoires, qui va réfléchir beaucoup, va souvent préférer être dans son monde intérieur. C'est des personnes aussi qui vont réfléchir avant d'agir. Donc, spontanément, ils n'ont pas tendance à avoir un comportement qu'ils vont regretter. Ils vont tendance vraiment à réfléchir avant. Ils vont préférer aussi avoir peu de relations sociales, préfèrent avoir des relations profondes, un à un, plutôt qu'avec plusieurs personnes en même temps. Et comme je disais, ben, c'est des gens qui vont être pensent, agissent et pensent. Donc, ils ne se mettent pas trop les pieds dans les plans généraux. Contrairement à l'extraversion. L'extraversion, c'est pour ça que je l'ai mis comme en rouge, je trouve plus dynamique, ça bouge, il y a de l'action. C'est des personnes qui ont besoin de s'exprimer, de communiquer. Ils vont vraiment puiser leur énergie dans leur action, les relations. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est, j'ai mis le mot timide, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on est timide, non. Ça ne veut pas dire ça. On peut être introverti sans être nécessairement timide. Mais ça veut dire des gens qui vont plus préférer aller chercher de leur énergie vraiment comme dans la solitude, la tranquillité, les relations. Les gens qui sont dans l'extraversion, eux autres, au contraire, vont tirer leur motivation des interactions avec les autres. Parfois, ils vont avoir tendance à agir, à penser, puis après ça, à agir. Donc, ils sont vraiment dans l'action. Donc, indiquez, est-ce que vous avez tendance à être I ou un E? Mettez-en juste un. Et il y en a qui vont peut-être me dire, oui, mais je me retrouve souvent entre les deux. Je peux être introverti, je peux être extraverti, mais on a quand même une préférence naturelle. Essayez de penser quand vous étiez jeune, comment vous étiez, c'est votre tendance qui est plus naturelle. Ça va? Donc là, la première question, elle est posée. Maintenant, on va aller à la deuxième. Le deuxième élément, on peut changer de diapo. Comment recueilles-tu l'information? J'ai vu une question, mais là, j'ai pas été capable de suivre. Comment c'est difficile à identifier? OK.
Je suis mieux de pas lire les commentaires samedi, puis tu vas me poser des questions après. Oui, oui, c'est ça facilitant. Je pense que c'est OK. ça OK. facilitant. OK. Mhm. Donc, ouais, parfait. Et puis, en fait, on va garder toutes les questions pour Julie ce soir. Donc, écoute, gardez vos questions. Et puis, Julie, ou en fait, tu oublies les commentaires. OK. La deuxième, c'est comment recueilles-tu de l'information par tes cinq sens, qui est le type sensation, ou en te confiant à ton sixième sens, le type intuition. Un autre exemple que je vais vous donner, on n'y va pas tout de suite. Un autre exemple que je vais vous donner, vous partez en voyage. Visiter un nouvel endroit, c'est le fun, tout ça. Le type qui va être sensation va arriver, va observer les bâtiments, les routes, les odeurs, il va observer les couleurs, il va regarder le plan, il va pouvoir savoir où il s'en va, c'est quoi les activités qu'il va avoir à faire exactement. Donc, il a besoin de savoir où il s'en va. Ça peut même être souvent une personne qui va regarder même un guide avant pour savoir où il va partir, c'est quoi les plans de la route. Ils sont le système d'autocueillir ou le système d'autobus ou de transport en commun va vraiment être dans cette observation. Tandis que la personne qui va être dans le type intuition va arriver, elle va faire Wow, ça m'inspire des histoires. Ah, il doit y avoir des choses intéressantes à raconter. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà vu. Il va être stimulé par toutes les possibilités. Ah, j'aurais peut-être un nouveau bâtiment là où j'aurais installé un parc dans ce coin-là. Là, ça va être le type qui va être plus intuition. Vous voyez, voyager avec deux personnes, un qui est sensation et l'autre qui est intuition, on va avoir deux façons de voyager complètement différentes. Le type intuition, lui, il va vouloir y aller au gré du vent, on y va comme ça vient, on rencontre, on voit l'église, tiens, on va aller visiter l'église. Tandis que le type sensation, c'est est-ce que je l'ai mis dans mon plan de ce que je voulais voir pendant mon voyage? Voyez-vous comment ça peut être différent la façon d'aller recueillir de l'information? On peut y aller par qui? Donc, le sensitif, ça va être une personne qui va être plus orientée dans le présent, dans le moment présent, c'est ce qu'il observe. Il va être plus attentif aux détails. Il va y aller aussi étape par étape. Il est pratique, se fie au fait. Il va utiliser aussi beaucoup ses connaissances techniques, ce qui est éprouvé. Il va avoir une préférence pour ce qui est connu aussi. Tandis que l'intuitif, lui, va être plus orienté vers le futur, les possibilités. Prenons juste un je vais prendre l'exemple de monsieur, oh, je viens d'avoir un blanc de mémoire. Apple, c'est monsieur. Peux-tu me dire samedi, j'ai un blanc de mémoire? Il est décédé. Lequel? Steve Jobs? Oui, Steve Jobs. J'ai comme un petit gel de mémoire. Steve Jobs, si on regarde, c'est une personne qui était vraiment dans l'intuition. Pour avoir pensé à créer l'extension du bras humain d'intelligence au travers d'un téléphone où on pourrait avoir toutes les informations à portée de main, ça prenait quelqu'un de très visionnaire. Mais en même temps, il n'aurait pas pu guérir cet objet-là s'il n'y avait pas eu de personnes sensitives. Voyez-vous un petit peu? Parce que les sensitifs, eux, vont y aller avec la rigueur, la connaissance qui est éprouvée, ce qui est connu. Ils vont vraiment y aller avec le détail qui est nécessaire pour en arriver à créer ce produit-là. Mais ça prend aussi la personne qui a l'intuition pour le mettre en place. Ça vous donne un bon exemple? Donc, est-ce que vous êtes plus sensitif, intuitif? On peut passer à la prochaine. Maintenant, qu'est-ce qui va entraîner votre décision? Donc, quand on parle de qu'est-ce qui entraîne ta décision, je ne vais pas trouver, j'espère que c'est correct pour tout le monde. Je vais supposer que c'est correct. Oui, OK. Oui, je vois que c'est correct. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qui entraîne ta décision? Est-ce que ça va être en général le raisonnement logique ou ça va être tes valeurs? Un exemple. Vous êtes en train de faire des travaux d'équipe. Vous avez une personne dans l'équipe qui veut pas faire le travail demandé, jamais son affaire, arrive en retard, prend pas ça au sérieux. Ça a un impact sur la réussite de votre vie. La personne qui va être dans le raisonnement logique, la pensée,
va analyser, OK, bon, présentement, notre cours est en possibilité d'échec, ça ne marche pas bien. Il va analyser de façon logique, avec des critères, ce qui se passe. Et il va dire, bon, ben, cette personne-là, non, je crois qu'elle ne peut plus rester dans notre équipe parce qu'elle nuit à notre fonctionnement, à notre performance, à la réalisation de nos objectifs. Tandis que la personne qui va être plus dans le type feeling va se dire, ben, si peut-être que la personne, elle se sent pas bien, elle a peut-être des difficultés, il faudrait peut-être voir avec elle qu'est-ce qui se passe. J'aime pas ça, on peut pas la mettre de côté comme ça va créer un climat froid, puis ça sera pas le fun pour les relations avec les autres. Voyez-vous, on a vraiment le type qui va être plus rationnel, on va voir la personne qui va être plus émotionnelle. Donc, souvent, on est plus un que l'autre. Encore là, comme je vous dis, on peut être un mix, on n'est pas à 100% thinking, un feeling, mais lequel qui est notre tendance naturelle. On peut y aller, Frankie, avec le reste de la diapo. Donc, la personne qui va être de type pensée va avoir tendance à prendre des décisions qui vont être basées sur des faits, sur des données, des normes, des critères objectifs, des règles. Elle va être motivée par la réussite, l'accomplissement. Elle va être aussi très logique, donc très peu versée dans les sentiments comme tels. Elle analyse beaucoup les pour, les contre, puis elle va être axée aussi sur la tâche. Tandis que le type qui va être plus sentiment, c'est pour ça le rose un petit peu, le rose, le cœur, l'émotion. Les décisions vont être basées sur des valeurs personnelles, interpersonnelles, universelles. C'est vraiment la personne qui va penser aux autres. Ça va être l'importance des relations harmonieuses avec les autres. Ça va être le besoin d'être apprécié, faire plaisir aux autres. Elle va désirer aussi comprendre les autres. Donc, ça, c'est notre type thinking versus feeling. Donc, choisissez si vous êtes un T ou un F. Là, en passant, ils sont en anglais. C'est pour ça que vous êtes thinking, le type pensée, F feeling pour le sentiment. Mettez vraiment le F si vous êtes un feeling. Et maintenant, la dernière question, c'est de quelle manière te lances-tu dans l'action? Donc, vous voyez, on a vu un peu comment je vais chercher de l'information, comment que je prends des décisions. Maintenant, je me lance comment quand j'ai à me lancer dans l'action. Un exemple encore, vu que vous êtes des étudiants, vous avez des travaux à effectuer tout au long de votre session. La personne qui va être type jugement va planifier son calendrier scolaire, va tout élaborer, ça va être quoi les travaux à remettre, va s'assurer de répondre aux exigences du plan d'action. Donc, le type jugement, c'est pas le jugement des autres, c'est ce qu'il appelle judgment. C'est vraiment comme la personne qui est très méthodique dans ses travaux, très sérieux, pour être sûr qu'elle va répondre exactement aux attentes. Tandis que la personne qui va être type perception, je ne sais pas si vous êtes de même, mais il y en a des fois dans le milieu scolaire, attendre à la dernière minute pour avoir un petit peu de pression parce qu'ils préfèrent saisir les opportunités quand ils vont se présenter, vont se sentir, je n'étais pas mes travaux tout de suite, j'ai d'autres choses à faire. Et souvent, ils vont être à la dernière minute, ils vont se faire jouer des tours parce qu'ils vont sentir la pression de dernière minute. Donc, pourquoi? Parce qu'ils aiment s'envirer de bord, ils aiment pouvoir faire les choses à leur façon, ils sont très flexibles, ils ne veulent pas se mettre trop de rigidité, ils veulent vraiment être dans la souplesse en général. C'est des types qu'on appelle perception. Donc, si on regarde maintenant, c'est quoi les différents éléments du jugement, perception, on peut rajouter l'élément. Jugement, c'est des personnes qui ont un grand sens de la planification, de l'organisation, de la structure. C'est des personnes aussi pour qui l'atteinte des objectifs est très importante. Les échéanciers, la gestion du temps, s'ils ont un travail à remettre, ils préfèrent le remettre 3, 4 jours avant plutôt que le remettre à la dernière minute. Souvent, on va dire que c'est des personnes qui vont mettre le travail en premier, puis après ça, le plaisir ensuite. Donc, il y a du travail à faire, ou tel travail, après ça, on s'amuse ensuite. Et ils vont détester à la dernière minute. Imaginez un travail d'équipe où on a un jugement et une perception qui travaillent beaucoup en de la même manière. Ça peut semer parfois ça peut amener des embûches, des difficultés de se comprendre, puis même parfois des éléments de frustration.
Tandis que le type perception, lui, va être beaucoup plus dans la souplesse, la flexibilité, la spontanéité. Il est dans le moment présent. Il va s'adapter aux situations, les imprévus, tout ce qui est nouveau. Il aime ça. Il est très à l'aise là-dedans. Et il va préférer être dans cette action-là. Le temps n'est pas une préoccupation pour notre type perception. Et il est surtout motivé par la pression de dernière minute. Après avoir répondu, dans le fond, est-ce que je suis un type de jugement perception, là, vous êtes censé avoir 4 lettres. Et on peut aller avec la prochaine diapo. Ça nous donne 16 types de personnalités. On peut les mettre. Ça nous donne le ISTJ, le ISFJ, le INFJ. Donc, vous voyez, le INTJ, on les voit tous, sont tous indiqués. Ça donne toutes les combinaisons possibles. Est-ce qu'on est nécessairement juste campé dans un modèle? Je pense qu'il faut mettre des nuances. Parfois, on peut être un mix aussi. On n'est jamais à 100% un modèle. Donc là, j'entends quelque chose. Est-ce qu'on peut fermer le micro pour être sûr? OK, merci. Donc, si on regarde par exemple le ISTJ, le premier en haut à gauche en bleu, on va l'appeler l'administrateur, le logisticien. Il représente à peu près 11,8% de la population. Et quand je vous dis à peu près, c'est en général dans le monde, mais c'est sûr qu'il peut avoir peut-être aussi des particularités dépendamment d'où on vient. Mais on calcule qu'il y a à peu près 12% des gens, 11,8% de gens qui sont dans le ISTJ. Tandis que le deuxième à côté, lui, est encore un petit peu encore plus, c'est le protecteur, le défenseur, on en a 13,8, donc entre 13 et 14%. On l'appelle le protecteur, le défenseur. Vous voyez, ils ont chacun des noms. En anglais, on va trouver des noms différents aussi. Le INFJ, on va l'appeler le conseiller ou l'avocat. Lui, il représente 1,5%, donc des INFJ. Il y en a beaucoup. Ils sont entre 1 et 2% à peu près. Après ça, on va avoir l'organisateur, l'architecte qui représente 2,1. On va avoir l'artisan qui est à 5,4. Quand je mets 5,4, je veux dire entre 5 et 10 aussi. Si vous regardez même avec Wikipédia, ils vont vous donner plus des pourcentages en chiffres. Vous avez ensuite l'artiste aventurier, vous avez l'idéaliste médiateur. Donc, vous voyez, chacun leur pourcentage, on peut voir qu'il y a des types qu'on va retrouver plus facilement que d'autres. Donc, si on va à la page suivante, et là, ce que je vous dirais par rapport aux différents types, ce qui est le fun, c'est d'aller voir justement, je vais vous donner des liens tout à l'heure, des liens où vous allez pouvoir aller faire ça le test, voir si ça donne vraiment ce que vous avez fait ressortir. Ça peut être intéressant de savoir justement est-ce que vous avez bien juste, est-ce que le test arrive à la même chose. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si tu vois, Sandy, il y a des gens qui attendent qu'on les autorise à participer. Oui, en fait, ouais, ça va être, c'est bon. Ça va être la tâche à Francky. Arrives-tu à faire ça, Francky? Tu arrives-tu à faire ça, Francky? Oh, oui, c'est bon, en fait, j'ai répondu à tout le monde, donc c'est bon. C'est parfait. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est d'aller voir ces différents types de personnalités-là. Il y a des beaux sites où vous pouvez avoir tellement d'informations, que ce soit dans vos relations avec les autres, votre façon de gérer votre stress, d'entrer en communication avec des gens. Et on peut même on peut même se regarder soi, regarder par exemple notre conjoint, comment il est, puis ça peut nous expliquer pourquoi des fois on a de la difficulté à se comprendre. Moi, par exemple, je suis un type qui est plus comme une ENFP, vous voyez en bas le psychologue, l'inspirateur, mais j'ai un conjoint qui, lui, est un ISTJ. Donc, seulement quand on fait des travaux ensemble, ça peut être parfois difficile de s'entendre sur certains points, mais on peut le voir aussi pour une occasion de partager selon nos forces et selon nos limites aussi. C'est la même chose dans les travaux d'équipe, dans nos relations interpersonnelles, dans un milieu de travail. À partir du moment qu'on comprend qui on est versus qui sont les autres, c'est beaucoup plus facile de réussir à trouver des points de rassemblement. On continue. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est de faire ressortir, ça va être quoi, les forces et les défis de chacun des types. Parce que je trouve que c'est intéressant de savoir son où nos forces, mais sont
aussi nos difficultés. Et en passant, samedi, on va pouvoir vous envoyer la présentation qu'on a fait. Donc, vous allez pouvoir vous y référer aux besoins. Ça va me faire plaisir. Donc, l'introversion, c'est quoi? On en a parlé un petit peu tantôt. Ça va être les réflexions approfondies. Ça va être son écoute active. Donc, dans des relations, c'est le fun parce que l'introverti est capable d'écoute active. Il y a une approche aussi qui est calme et posée. Il y a une capacité d'introspection. Donc, d'être capable de se regarder aller, d'observer, d'analyser les comportements qu'il y a eu, analyser les mots qu'il y a eu aussi. Et il y a une persistance, une capacité à travailler en profondeur. Les introvertis, par exemple, une personne qui écrit un livre qui est un introverti, ce qui est le point, c'est qu'il va se rendre du début de sa rédaction jusqu'à la fin. Il va avoir vraiment de la persévérance pour se rendre au bout d'un travail de longue haleine. Par exemple, je pense à une personne qui est microbiologiste, qui va travailler longtemps sur des petites bactéries. Ben, souvent, avec lui d'être une introvertie que d'être une extravertie, sinon on va trouver le temps long. Si on continue, mais ça va être quoi ces défis? Moi, j'appelle ça des défis ou d'appeler ça des défauts. Je préfère les défis. Donc, qu'est-ce que qui va être difficile pour un introverti? Ça va être de développer sa capacité à s'exprimer en groupe. Parce que l'introverti est tellement dans l'observation de silence que prendre sa place, c'est difficile. Donc, c'est aussi important qu'il renforce sa visibilité sociale parce qu'il est tellement discret qu'on peut penser qu'il n'est pas engagé quand c'est pas ça. La personne après parfois dire exactement ce qui s'est passé, avoir vu les comportements de chacun, avoir vu les dynamiques, mais sa discrétion fait qu'on sous-estime tout ce qu'elle peut apporter dans un aussi, ce qui est un défi, c'est de partager davantage ses idées et ses émotions. Ils sont tellement habitués d'être dans l'observation que ça devient un défi. Mais ils ont avantage à être connus, les introvertis. On a avantage à leur faire plus de la place, peut-être de les emmener, eux, à s'exprimer aussi. On sait que c'est difficile pour eux. Donc, ça, c'est notre introversion. Maintenant, l'extraversion. Ben, l'extraversion, c'est une force principale. Ça va être son dynamisme. Les extravertis ont une énergie contaminatrice. Ça fait du bien dans un groupe. Ils ont une facilité aussi à communiquer. On va savoir exactement ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont à dire. On dit tout de suite. Ils ont une facilité pour la coopération, amener les gens à travailler en équipe avec eux. Ça va facilement pour eux. Ils ont un esprit d'initiative pour amorcer des projets, de passer à l'action. Puis ils ont une aisance aussi dans les interactions sociales, le réseautage et l'adaptation. Donc, pour un introverti, ça peut être le fun d'avoir un petit ami extraverti qui va pouvoir le faire connaître d'autres personnes aussi ou l'introduire dans des milieux. Mais il y a aussi des défis, l'extraverti. Ces défis, en général, ça va être de canaliser son énergie pour éviter la dispersion et rester focalisé sur les priorités. Parce que l'extraverti, il aime ça passer d'un projet à un autre, pour que ça bouge. Il aime amorcer, mais de mettre l'énergie dans quelque chose de longue haleine, c'est difficile. Donc, dans un travail d'équipe, ça peut être plaisant d'avoir une personne qui est extravertie avec un introverti pour arriver avec les forces de chacun, mais en même temps pallier aux limites des autres, de pallier à ses propres limites. Aussi, une des difficultés pour l'extraverti, c'est d'être davantage. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever son micro. Ça va? Donc, dans les défis, ça va être aussi d'être davantage attentif, éviter d'interrompre les autres ou agir trop vite. Ils sont tellement prêts à partir dans des projets que parfois, ils ne vont pas avoir le réflexe d'analyser. Par exemple, je disais tantôt que moi, je suis plus une ENFP et mon conjoint est plus un ISTG. Ben, quand on fait un travail, par exemple, on va faire la peinture. Moi, je suis prête à aller chercher la peinture tout de suite. Go, on commence les tâches, on fait le ménage ici. Ben, mon introverti va avoir tendance à observer avant qu'est-ce qu'on a besoin comme quantité de peinture. On a tous les pinceaux qu'il faut. Il va prendre le temps de tout analyser avant. Tandis que l'extraverti va avoir l'impression que ça ne va pas assez vite.
Donc, peut-être que vous voyez dans votre tête des éléments où s'il y en a un dans votre groupe qui est introverti ou extraverti, on le voit facilement sur le test ou dans un travail d'équipe. Maintenant, on va passer au prochain, le type sensation. Donc, le type sensation, comme vous allez voir, j'ai mis un petit sac avec le zone de confort. Le sensation aime être dans sa zone de confort, pas trop déranger ça. Puis, il aime vraiment ce qu'il connaît. Donc, il a le sens du détail, de la précision. On l'a dit tantôt, il va en voyage, puis il va observer des détails de l'architecture, la température, les odeurs, il va tout observer, il va tout voir. Donc, il va vraiment avoir le sens du détail et de la précision. Dans un travail de français, ça peut être intéressant parce qu'il va voir toutes les éléments, des choses qui fonctionnent pas, ils vont être capables de le voir. Un esprit analytique aussi qui va être vraiment basé sur les tests qu'ils connaissent, la littérature, tout ce qui est prouvé. Ils aiment vraiment qu'on base sur les faits. Il va être aussi orienté vers l'action. OK, il faut être efficace pour faire les choses comme il faut, puis on n'est pas, on n'a pas le temps de philosopher. Là. Donc, eux, ils ne sont pas trop dans la philosophie en général, les sensations. Ils ont une très bonne capacité d'observation, on l'a dit tantôt avec le sens du détail et de la précision. Ils vont avoir une bonne mémoire, une capacité à retenir l'information positive. Ils retiennent énormément. Et pour le respect des règles de procédure sont bons. En général, même qui vont aimer aussi la tradition, ces choses-là. Ils vont aimer les traditions, c'est du connu, ça a été prouvé, donc ils vont préférer en général ce qui va quand même. Par contre, leur défi à eux, ben, ça va être justement de pouvoir prendre du recul pour voir au-delà de l'instant présent. Parce que de regarder les possibilités futures, ça ne fait pas partie en général de ce qu'ils envisagent. Vraiment dans le moment présent, ce qu'ils peuvent observer. Aussi, ça va être de développer la capacité à envisager des idées abstraites, théoriques, parce qu'ils sont tellement dans le concret qu'en général, tout ce qui va être trop dans l'abstraction, la théorie, ils ne sont pas toujours à l'aise avec ce monde. C'est aussi de s'ouvrir à l'innovation, même sans preuve immédiate, la faisabilité. Prenons encore l'exemple de Steve Jobs. La personne qui est vraiment dans la sensation va dire, ben voyons, c'est impossible de réussir à faire un petit appareil qui va comprendre toutes les informations nécessaires pour être capable de se voir, de se parler avec un haut-parleur sans être obligé d'avoir un petit écouteur, c'est impossible. La personne type sensation va être vraiment là. Donc, sa difficulté, c'est justement de se projeter, de voir plus loin. C'est pour ça que ça prend dans des équipes, souvent des types sensations, des types intuition, un qui va amener des idées novatrices, qui va sortir des sentiers battus de la boîte, l'autre personne qui va être capable de faire atterrir ces idées-là. Parce que si on a juste une personne qui est dans le mode intuition, on n'arrive pas à des grosses réalisations. Et souvent, le type sensation va peut-être avoir aussi de la difficulté à accepter l'incertitude. Les situations qui sont moins structurées sont moins à l'aise là-dedans. Puis valoriser aussi l'intuition des autres, même si ce n'est pas tangible. Parce que souvent, le type sensation va avoir de la difficulté avec la personne qui projette à long terme. Je pense que Jean-Marc pourrait. Il va avoir de la difficulté à projeter à long terme. Parce que parfois, on peut même penser tu es noir, tu ne vois pas les différentes possibilités futures. Il va dire, pour moi que ça marche, il peut y avoir des preuves tangibles. Donc, c'est aussi parfois de laisser la place à ceux qui arrivent avec des idées nouvelles, parce que sinon, ça peut être épais noir un peu. On continue avec le prochain, qui est notre type intuition. Le type intuition, ben, vous avez vu, il y a le contraire du type sensation. Ça passe et force, ça va être dans la créativité, l'imagination, l'innovation, viennent sortir des sentiers battus. Dans les artistes en général, les artistes qui sont dans l'abstrait, qui vont inventer des choses nouvelles, on voit beaucoup des types intuitifs. On pourrait voir aussi des peintres qui vont être aussi des types de sensations, mais eux autres vont plus aimer reproduire ce qu'ils sont en train de regarder. C'est ça la différence, je dirais, entre les deux particulièrement. Capitulaire. Ils ont souvent aussi une grande capacité d'ouverture au changement. Ils aiment des solutions innovantes. Eux autres sont très ouverts en général à essayer des nouvelles choses. Ils ont une capacité à relier les différentes idées pour
intégrer quelque chose de nouveau. Ils sont à l'aise aussi en général dans les situations qui sont floues, puis ils ont une facilité à explorer des nouvelles possibilités, ils ont beaucoup de curiosité intellectuelle. Donc, il y a plein de liens dans leur tête, il y a plein de possibilités, des avenues. Ça peut être parfois même épuisant pour un type sensation d'écouter un type intuition. Tandis que pour le type intuition, le type sensation, il va peut-être parfois paraître trop terre à terre. Voyez-vous, des fois, dans une équipe, quand on a deux opposés, ça peut se faire ressentir le type intuition. Des fois, on va le dire atterri, il faut aller dans du concret, tandis que le type sensibilité, comme le type sensibilité, c'est comme ça qu'ils vont nous parler. Tandis que l'intuition va dire, ben, tu peux un peu sortir de ta boîte, essayer d'aller vers quelque chose de nouveau. Tandis que la difficulté, justement, du type intuition, ou son défi, je devrais plutôt dire, ça va être d'adopter des méthodes de travail et éviter d'être désorganisé. On s'entend-tu qu'une personne qui a plein d'idées dans sa tête, ça va comme une balle de ping-pong, c'est dur parfois d'être précis étape par étape, d'être donc, il y a avantage à développer des méthodes de travail pour se donner une chance d'avancer dans les projets. Aussi, c'est d'être attentif un petit peu plus aux détails d'un travail à réaliser, parce qu'ils sont tellement dans plein d'idées, dans leurs idées novatrices, que parfois c'est difficile d'être attentif aux détails. De concrétiser aussi leurs idées. Ils ont des belles idées, des beaux projets, mais de mettre ça en application, c'est pas toujours évident pour les types intuitifs. Parce qu'ils ont tellement comme des idées qui peuvent être flyées. Et parfois, ça peut être bien d'avoir une personne, une sensation qui va les aider à les mettre en application. Le respect des exigences d'un travail qui répond aux attentes aussi, ils sont tellement justement en dehors de la boîte que de faire ce qu'on demande exactement de façon rigoureuse, ça peut être difficile pour un type intuitif. Puis analyser aussi les faits et non seulement sur des intuitions. Parfois, ils vont dire j'ai une bonne idée, je pense que si on évaluerait ça de telle manière, ça serait, on serait dans la bonne voie. Par exemple, les gens qu'on va dire sont intuitifs, mais quand on leur demande de rattacher ça à des données, à des probandes, à du concret, c'est difficile pour eux. Donc, ils ont une approche qui est complètement différente des scientifiques en général qui vont être plus pour eux. On continue avec le prochain. On a le type pensée. Donc, le type pensée, ses forces, on disait tantôt le thinking, puis sa force, ça va être d'analyser une situation avec objectivité, de communiquer de façon claire aussi et logique aux gens, gérer des conflits avec calme et rationalité. Ils vont aussi prendre des décisions en général qui sont justes sans aller sur le favoritisme. Un exemple, le juge qui doit baser son jugement sur les faits et non sur comment il trouve la personne, si elle est sympathique ou pas. Il faut qu'il passe sur des faits. Il est capable aussi de séparer les émotions du jugement professionnel. Donc, souvent, mettons un patron qui va avoir ces postes-là, il va réussir à bien faire fonctionner son entreprise. Il va avoir aussi, oui, c'est vrai, on trouve aussi la maîtrise de soi, souvent chez le type pensée. Merci, c'est Terry chez nous. Merci. Oui, effectivement, ils ont tous la maîtrise de leurs émotions en général, effectivement. Mais le défi à eux est d'un autre ordre. Le défi pour le type pensée, ça va être d'apprendre à intégrer davantage l'aspect émotionnel dans les interactions. Parce que parfois, on va penser qu'ils sont froids, qu'ils sont calculateurs, et ça peut être difficile d'établir des relations avec ces personnes, surtout pour des types qui sont plus feeling qu'on appelle. C'est aussi de développer davantage l'écoute empathique pour mieux comprendre les ressentis. Par exemple, un patron qui serait de type très pensé, qui serait vraiment dans l'objectivité, s'il y a dans son équipe des gens qui sont de type feeling, ces gens-là ne vont pas se sentir à l'aise, vont se sentir parfois même décompensés par le sang-froid de la personne de type pensée, puis vont se sentir toujours compris non plus. Donc, c'est peut-être de développer un peu plus l'écoute empathique parce que dans une relation, c'est que des types sentiments, s'ils ont l'impression de ne pas être compris, ils vont se replier
eux-mêmes vont se sentir mal dans la relation. Donc, on avantage aussi un peu plus. À adoucir aussi la communication pour éviter de paraître trop critique. Souvent, les types pensés sont tellement dans l'analyse des faits, la rigueur, que parfois, ils vont dire aussi pour ce qu'ils pensent. Par exemple, ton projet, non, il n'est pas bon pour telle raison, puis tu perds du temps là-dedans. Là, ils vont sentir, des personnes de type sentiment vont sentir, tu me juges beaucoup, tu me critiques, mais pour le type pensée, puis ils ne voient pas ça comme ça. Donc, c'est aussi à mettre un petit filtre sur ce côté-là, ça peut être positif. Et exprimer plus ouvertement aussi ses émotions pour renforcer les liens interpersonnels. Par exemple, quelqu'un, on a dit tantôt, il y a quelqu'un qui disait la personne qui était petite pensée, elle se contrôle très bien. Mais parfois, en présence d'une personne qui se contrôle très bien, on a parfois l'impression qu'elle n'a pas d'émotions. Quand c'est pas vrai, tout le monde a des émotions. Tout le monde a du senti comme tel. Donc, de pouvoir des fois le laisser transparent, ça crée une relation qui est plus ouverte avec les autres. Ensuite, on a le type feeling, sentiment. Le type feeling, lui, il y a une belle capacité à mobiliser au niveau du travail d'équipe parce qu'il tient compte des autres, il tient compte des relations, il s'assure que les gens vont être bien. Ils sont très empathiques, ils ont une flexibilité relationnelle. Ça veut dire qu'ils vont être capables de s'adapter aux gens, de tenir compte des différences. C'est une grande force. Puis ils vont avoir une facilité aussi à établir des relations qui vont être harmonieuses avec les autres. C'est facile à vivre en général, les types de sentiments. Mais les types de sentiments, on va penser, parce qu'ils sont faciles à vivre, on peut leur dire n'importe quoi, ils vont tout gober, mais en fait, c'est des plus sensibles, c'est des très sensibles, donc souvent, ils peuvent être aussi blessés aussi que les autres. Donc, si on regarde les défis du type sentiment, ça va être de s'affirmer dans des situations de désaccord. Et on peut avoir peur souvent de blesser parce qu'ils veulent conserver l'harmonie, des bonnes relations. Que parfois, s'ils ne sont pas d'accord, ils vont préférer ne pas le dire. Et ce n'est pas toujours positif pour eux parce que à ce moment-là, ils ne s'affirment pas, ils ne prennent pas toujours leur place, ils peuvent être en désaccord. Donc, quelqu'un dit, ben moi, je veux prendre toutes mes vacances durant tout le mois de juillet. Eux aussi, avec planifier des activités, ils ne sont pas d'accord, puis ils se disent, ah, ben, je vais prendre les autres vacances parce que je ne veux pas blesser, je ne veux pas déplaire. Et ça, ben, ça peut lui nuire à lui-même, dans un sens. Parce qu'il fait tellement compte des autres que parfois, il va s'oublier aussi. Ça, c'est un petit peu le défi du type sentiment de tenir compte davantage de ses besoins, de ses objectifs. Donc, c'est aussi le type sentiment, sa difficulté, ça va être justement de s'affirmer dans les relations avec les autres, surtout à cause de la peur de déplaire d'une certaine façon. Donc, il va garder ça par en dedans, c'est pas toujours mieux. Et il peut être plus stressé aussi à partir à cause de ça. Donc, on est rendu au prochain. Le type jugement. Le type, je pense que je vais y répondre, Terry, tantôt. Est-ce que c'est de la naïveté? Pas nécessairement. Tu sais, mais la personne peut garder ça à l'intérieur sans que ce soit de la naïveté. Donc, le type jugement, sa force, ça va être sa capacité à fixer des objectifs, ça va être aussi la planification, l'organisation, le sens des responsabilités. Quand on donne une tâche à quelqu'un de type jugement, on est sûr que ça va être fait dans les délais prescrits, exactement comme ça va être demandé, à moins d'être un type très intuition, mais ils vont vraiment faire les choses exactement comme on demande. Il va respecter ses engagements, les délais. Excusez-moi, j'ai mis un encourage. Ça aurait pu être dans l'autre niveau, c'est encourage la planification collective. Dans un travail d'équipe, ça va être la personne qui va dire, OK, voici les tâches de chacun, là, on a fait chacun notre partie, il faut qu'on planifie quand on va se rencontrer pour terminer notre travail. Une personne qui a un type de jugement dans une équipe, ça va donner de l'efficacité au sein de l'équipe. Sa difficulté, par contre, au type de jugement, on va attendre la prochaine. OK, merci. Ça va être apprendre à faire preuve de flexibilité face aux imprévus. Parce que souvent, ils viennent justement tout contrôler, s'assurer
l'anxiété quand c'est pas selon ce qui avait prévu. Parce que la flexibilité fait pas toujours partie des réponses. Accepter l'incertitude aussi sans chercher à tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Maintenant, dans une équipe, si une personne arrive avec un imprévu, parfois, dans un imprévu, ça me dit on ne l'a pas prévu, on doit faire avec, ben, le type de jugement, ça risque d'être plus difficile et risque de plus s'emporter facilement. Donc, c'est aussi accepter que parfois, il y a une incertitude. Adopter aussi une posture plus ouverte face aux méthodes différentes des siennes. Le jugement, chez nous, on appelle ça des germaines. Ils ont tendance à pouvoir gérer et mener. Parce que pour que ça soit fait à leur façon, selon leurs règles directives, ça laisse toujours la place à l'initiative pour les autres. Donc, ça, c'est à faire attention. Donc, c'est d'adopter une posture qui va être aussi ouverte pour les autres. Ça demande de se parler un petit peu plus quand on a une tendance à voir justement s'assurer que tout va être bien fait selon les règles. Et aussi d'essayer de favoriser la collaboration plutôt que de l'imposition de son corps. Parce que dans une équipe, oui, les gens vont apprécier le fait qu'on avance bien, mais peuvent des fois trouver ça lourd, que la personne veut décider, faire à sa tête, à sa façon. Ça peut amener des non-dits, des difficultés relationnelles, puis la personne de type jugement, ça ne s'aide pas à ça, elle ne comprendra pas ce qui se passe non. Et le dernier, oui, je vois perfectionniste. Oui, le type jugement peut avoir un côté très perfectionniste, justement. Et avec le type sensation, il va s'arrêter vraiment encore plus au détail. Donc, oui, il y a des types qui vont avoir une tendance à être vraiment perfectionnistes. Le type perception, lui, sa force, ça va être de faire preuve de flexibilité dans les interactions, ça va être de s'adapter facilement aux changements sociaux, contextuels, ça va être d'accueillir les idées nouvelles avec ouverture, donc d'avoir une perception dans l'équipe qui fait collaborer les autres, qui amène les gens à se sentir à l'aise d'une certaine façon, parce qu'il y a cette flexibilité-là. Il va favoriser souvent un climat qui va être détendu et spontané. Puis dans les moments justement de rush, de stress, de remise d'un travail, le type de perception, c'est lui qui va faire vous en on va y arriver, on va arriver à nos fins. Il ne se sent pas trop pris du cœur, comme on dit chez nous. Dans le sens que justement, il va trouver une solution pour arriver à ses fins. Il va aussi encourager l'exploration de la créativité en groupe, parce que justement, il y a cette flexibilité-là au niveau des idées, des activités, ces choses-là. Mais par contre, ces défis, ces enjeux, ça va être d'apprendre à respecter les délais, les engagements avec plus de constance. Parce que justement, il est tellement dans le. On va prendre ça comme ça vient que ça peut être difficile. Je vais revenir aux questions que j'ai tendance à est-ce que aussi il y a besoin d'apprendre à canaliser sa spontanéité pour éviter la dispersion? Parce que c'est tellement spontané qu'il peut se disperser facilement. Il peut perdre de vue vers où on s'en va dans le projet. Il peut s'adapter, il va avoir aussi besoin de s'adapter aux environnements qui sont plus rigides sans perdre sa souplesse. Donc, parfois, il y a avantage aussi ici à rentrer plus dans le cadre. Et parfois aussi de prendre des décisions plus rapidement dans des contextes collectifs, parce qu'il est tellement comme c'est pas grave, on fera ça plus tard, que parfois les décisions ne se prennent pas toujours. C'est pour ça que dans une équipe, d'avoir des gens qui vont être perception avec jugement, si on est capable de reconnaître les forces, mais aussi les défis de chacun, ça peut être vraiment intéressant. On peut continuer. Donc, surtout en conclusion, ce qu'il faut retenir avec le MBTI, ça ne remplace pas une grosse analyse psychologique, mais ça peut quand même être un outil qui est vraiment précieux pour se connaître, identifier ses forces naturelles, prendre conscience de ses défis relationnels aussi, parce qu'on est en interaction des êtres d'interaction, surtout en psychologie sociale encore plus, de vous connaître, de comprendre l'autre personne qui est en avant de vous, ça va être facile. Et je vous disais que vous pouvez aller plus loin. Je vais revenir avec les questions, je trouve ça intéressant. Pour aller plus loin, vous allez voir, vous avez le test www.16personnalités.com en français. Et puis, ça a ses limites, exactement. Moi, je dirais, à la limite, que tous les tests ont leurs propres limites. Vous pouvez y aller avec prudence, vous pouvez y aller avec analyse, puis avec discernement aussi. On ne peut pas prendre ça pour
j'appelle ça du gaz, on ne peut pas prendre ça, c'est 100% que c'est ça, c'est pour être flexible, aller dans les nuances, aussi observer qu'on évolue depuis le temps et que notre profil, comment je pourrais dire, non, il va s'affiner du temps dans le sens que si je ne suis pas quelqu'un d'introverti, peut-être qu'avec le temps, je vais développer plus d'introversion que je vais apprécier. Ça, c'est ça. Ce que je vis aussi peut m'amener à être peut-être moins extraverti que je l'ai déjà été, si c'est un exemple. Et un que j'aime beaucoup, c'est Wiki.com. Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Il donne vraiment de l'information sur les interactions sociales, la communication, les types d'emploi, les forces, les difficultés. Il donne beaucoup d'exemples. Il y a même des petites vidéos qu'on peut aller voir. Donc, moi, je vous invite à aller les voir. Puis, en même temps, peut-être de constater, est-ce que vous avez une vision assez juste de vous-même à partir de ces 4 questions-là? Ou finalement, c'est quelque chose de complètement différent? Moi, ça me surprendrait que ça soit complètement différent. Mais c'est le fun de voir parfois les nuances qu'on peut avoir. Parce qu'on n'est jamais bien d'un côté de l'autre à 100%. On peut s'enlever, je pense que c'était pas mal ça. Et à la fin, j'ai mis aussi j'ai mis des liens que vous pouvez aller regarder. Comme les 4 questions que je vous ai posées, j'ai fait à partir d'un site que je trouvais très intéressant qui est vous avez réussir ma vie, découvrir son type de personnalité en 4 questions. Je le trouvais intéressant, et en général, la plupart des gens me disent que ça donne pas mal ce qu'ils sont. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup d'informations sur les types. Ça vous aide davantage à savoir qui vous êtes, de savoir qu'est-ce que vous pouvez travailler aussi. Donc, on peut arrêter le partage, si vous voulez. Julie, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage et c'est un très bon partage de connaissances. Donc, on est une centaine à vous écouter fidèlement. Donc, ça nous fait plaisir. Et puis, moi, je laisserai la place aux étudiants pour poser des questions, mais je voulais te relancer sur des discussions qu'on a eues, toi et moi, sur la personnalité tout le temps. Donc, ouais, si je me fie un peu à tout ce que tu as dit ici, ça nous permet de voir que non seulement, comme le titre de ton exposé, c'est en fait, mieux se connaître aussi, c'est pour soi-même aussi. C'est pour, non seulement pour, ça nous permet de mieux intervenir comme intervenant, comme psychologue, comme travailleur social, etc. Donc, mais ça nous permet aussi de mieux nous connaître. Absolument. Avec la connaissance de soi, on sait quels aspects sur quoi je peux, sur quoi où je vais avoir des meilleures forces, que je vais. C'est quoi je peux te capitaliser davantage au lieu de voir ça comme une faiblesse, mais de voir ça peut-être comme une connaissance qui nous permet de dire, bon, écoute, moi, si je suis de tel type de personnalité, peut-être que je ferais mieux d'agir comme ça, en tout cas de voir les défis, de comprendre les enjeux et de mieux. Votre micro est coupé, je suis désolé, mais merci de le réactiver. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas depuis quand c'est coupé, mais je disais que en fait, cette connaissance de soi nous permet aussi de mieux nous situer par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à ce qu'on fait comme métier, c'est-à-dire intervenir auprès des gens et de les aider. Parce que si on ne connaît pas comment on peut aider les autres, on ne t'entend pas, c'est fermé aussi ton micro, Julie. Oui. Oui, effectivement, la connaissance de soi est essentielle pour bien intervenir. Si je ne connais pas mes forces, si je ne connais pas mes limites, mes difficultés, c'est difficile d'aider une personne. Et aussi, en même temps, c'est, comme tu as mentionné, si je suis une introvertie, ben, c'est pas de m'attarder au fait que je suis pas un extraverti. C'est pas mal, bien d'être introverti ou extraverti. On a tout simplement des prédispositions naturelles, un tempérament de base qu'on affine avec le temps, avec nos expériences, nos valeurs, tout ça, il y a des choses qui évoluent. Puis, c'est de s'apprécier avec à sa juste valeur.
Puis en même temps, d'accepter les forces d'autres personnes qui sont différentes des nôtres. Ça nous amène à être plus dans l'ouverture quand on est capable de s'apprécier comme on est, mais apprécier aussi les autres avec ce qu'ils sont. Parfait. En fait, moi, je profite pour saluer le professeur. En fait, il y a un enseignant ici, un collègue professeur à l'Université d'État d'Haïti, Laurent Stéphane Emmanuel, professeur Laure. Lui, il enseigne l'anthropologie. Et quand je lui ai parlé du contenu de ce que tu as nous présenté, il était vraiment ravi de laisser ses activités pour être avec nous. Donc, je crois qu'il va poser des questions, qu'il va poser une question tantôt. Mais en attendant, Julie, euh, en pensant un peu à la définition de Walter Michel qui nous dit que la personnalité, ce sont des modes de comportement distinctifs, y compris les pensées, les émotions qui caractérisent un individu aux différentes situations de sa vie. Donc, si je me fie un peu à cette définition, là, j'aurais des petites questions, mais que tu pourrais laisser à la fin aussi. Donc, parce que sûrement, tu en as déjà parlé, c'est juste pour aider les étudiants à mieux comprendre ta démarche. Est-ce qu'il y a moyen, Julie, de changer dans le temps? C'est-à-dire, je dis ça comme ça, là, mettons, euh, je dis ça comme ça intuitif, et puis, et puis avec le temps, je sais pas, il y a des changements, j'ai changé donc, de type de personnalité, ou ça, c'est une première question. Ou est-ce que, Julie, ces types de personnalités que tu nous as présentés, les 16, je crois, les 16 types que nous as présentés ici, est-ce que ces 16 types de personnalités peuvent influencer notre choix de profession, toi qui es conseiller en orientation? Oui, je dirais que, un exemple, c'est qu'il faut faire attention, justement, mettons que bon, j'ai un type de personnalité, moi, mettons, je suis ENFP. Si je me mets à voir juste les professions en lien avec un ENFP, je peux passer à côté parce qu'il y a d'autres dimensions qu'il faut tenir compte. Tu sais, il faut tenir compte des intérêts, il faut tenir compte de nos valeurs. Donc, il n'y a pas juste nos préférences naturelles non plus. Puis, l'exemple que je donnais aussi, prenons un pasteur, par exemple. Ben, on va avoir des pasteurs qui vont être très charismatiques, qui vont être intuitifs, qui vont arriver, tu sais, ils vont avoir plein de forces, mais il y en a d'autres ils vont peut-être être plus portés à être dans l'écoute, d'être attentifs aux autres, dans le terre à terre. Ils vont être très bons dans ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir tout simplement une personnalité qui va être différente, une façon de faire différente avec les gens avec qui il va être en interaction. Par contre, c'est certain que si je prends une personnalité qui serait, mettons, un pur, un introverti, sensation avec thinking et jugement, il y a des chances que si il devient, mettons, professeur, puis il pourrait être très bon, puis excellent, il pourrait aimer ça, peut-être que des fois, il y a des aspects qui vont être difficiles dans ses relations avec les autres. Peut-être qu'il va avoir de la difficulté à établir un lien avec ses étudiants, un sentiment, c'est comme comment je pourrais dire, donc, de réciprocité, tout ça. Mais s'il enseigne à l'université une matière qui est très technique, très pointue, ben, ça va être aussi parfait. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire, ah, ça va être bon pour tel type de métier, puis ça, c'est pas bon pour un autre. Il faut vraiment y aller avec les différentes dimensions de la personne, aussi son expérience. OK. Mais est-ce que, Julie, la personne en soi, est-ce que la personne va utiliser tel type de personnalité comme un masque, par exemple, à tel type je dirais, euh, de situation? Mettons, je vais me présenter comme ça, ou, Ouais. ou c'est quelque chose qui est plus, je sais pas, inné chez la personne, c'est la personne qui le contrôle. C'est plus inné. C'est ce qu'on peut développer avec le temps des façades, c'est très certain. Quelqu'un pourrait être genre très introverti dans son quotidien et bien sûr pouvoir faire de la lecture, d'étudier, de contempler la nature, tout ça. Mais quand il arrive devant les gens, pouvoir sortir sa nature plus extravertie parce que là, il faudrait qu'il sorte sa nature extravertie. Mais dans les faits, il va avoir besoin de se ressourcer, d'aller prendre ses énergies parce que c'est pas
sa tendance naturelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable du tout de le faire. Il peut avoir appris aussi à le faire. Parce que c'est mieux. Exemple, admettons, un politicien être ouvert dans sa nature puis être capable d'analyser, d'observer tout ça. Mais s'il arrive après ça devant une foule, s'il n'est pas capable de capter l'attention, de montrer son dynamisme, il va peut-être comme pas atteindre ses objectifs. Ouais, il ne va pas être un bon politicien. Un politicien. Il va être un bien politicien. Ben, il va développer des stratégies pour avoir l'air plus extraverti. Mais sa nature profonde va rester sa nature profonde. Mais encore là, on évolue. Exemple, on peut être une personne très extravertie qui a besoin d'être continuellement avec les gens. Et si j'enseigne tous les jours à des enfants, que je vois toujours des collègues, que je suis dans des bains de foule, peut-être que je vais faire, j'ai besoin de me retrouver seul, j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir, d'analyser et se mettre à préférer être dans son introversion. Je comprends. Parce qu'il est toujours en train de baigner là-dedans. On n'est pas simple, hein? On est complexe parce qu'on est toujours en interaction, on est confronté à des situations, à plein d'éléments dans la vie qui fait qu'on évolue aussi. Ouais. Et Julie, moi, j'aurais un million de questions pour toi, mais je vais laisser la place aux étudiants. Ma dernière question pour toi, Julie, ce serait plutôt, avant de donner la place en fait, je vais accorder la place la parole à professeur Lhomme avant. Mais juste avant, Julie, j'aimerais ça. euh, Est-ce que tu penses que parfois, quand on est dans ce qu'on appelle la sociologie du couple, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble, et le partage des tâches, le partage du lit, en tout cas, il y a tout un rituel du couple. Maintenant, il y a aussi un mot qui revient souvent quand on n'arrive pas à s'entendre, quand les gens ne s'arrivent pas à s'entendre, c'est incompatibilité de caractère. Est-ce que tu penses que le MBTI, quelque part, a quelque chose à voir dans ce qui ressort de l'incompatibilité de caractère? En tout cas, le fait que des gens n'arrivent pas, en fait, je sais pas, les gens qui se marient ou qui sont ensemble n'arrivent pas, ou qui sont juste en couple, ça n'arrivent pas à s'entendre. Oui. C'est sûr et certain que, tu sais, on s'entend, la vie de couple, la première des choses, c'est toute une aventure. Hein? Comme je disais tantôt, moi, je suis l'inverse de mon conjoint. Donc, on pourrait dire de l'incompatibilité de caractère d'une certaine façon. Mais on peut le voir aussi comme une complémentarité. Parce que, exemple, où ce que moi, ma force est d'être dans l'extraversion, ben, lui, ça va être aussi de m'emmener d'être plus dans la réflexion. Donc, il peut m'aider à développer davantage le côté que j'ai moins ou l'exploiter davantage le côté que j'ai pas dans notre vie. Donc, ça peut être un propulseur vers quelque chose de commun. Mais c'est sûr et certain que si je m'arrête pas à savoir moi, je suis qui, c'est quoi, mais je reconnais pas que j'ai aussi mes limites, mes difficultés. Là, je vais être plus dans le jugement de l'autre. Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il n'est pas assez, il n'est pas assez, exemple, assez extraverti. OK, ben, faut-il que l'autre soit exactement selon le modèle que tu peux avoir? Tu souvent, c'est ça aussi, c'est de voir les forces que l'autre peut m'amener, le changement qui peut comme ce qui peut m'apporter à évoluer moi aussi comme individu. Mais c'est sûr et certain que s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de respect, ben c'est sûr que là, on pourrait parler d'incompatibilité de caractère parce qu'on recherche trop à ce que l'autre pense comme nous autres aussi. Quand dans le fin fond, est-ce que c'est mieux d'avoir une personne qui est exactement comme nous, qui pense comme nous, qui voit toutes les choses comme nous? Est-ce qu'on peut nécessairement évoluer? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a une diversité de groupes. Je ne pourrais pas aller là-dedans, mais c'est sûr et certain qu'on peut s'en servir pour mieux comprendre les différences de l'autre et pourquoi que des fois on a de la difficulté à se comprendre. Parce que c'est sûr et certain que on ne voit pas les choses de la même manière, on n'envisage pas les choses de la même manière, on ne vit pas de la même manière, on ne prend pas les décisions de la même manière. C'est sûr et certain. Mais, incompatibilité de caractère, je pense aussi qu'il y a parfois une question aussi des valeurs vers où on va aller. Aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte.
Merci beaucoup, Julie. Écoute, moi, je me fais plaisir de t'écouter là. Donc, j'aime tellement ça. Et écoute, ça me fait plaisir de partager avec toi un panel et puis de t'interroger sur plein de questions qu'on réfléchit tous les jours. Et puis, je profite de ce panel pour faire une petite publicité pour un CAC. Donc, écoute, les étudiants qui sont ici présents, ou du moins des enseignants aussi, si vous voulez faire des études supérieures, écoute, l'UCAC, c'est la bonne place. Donc, je vous invite à venir nous voir. Et puis, Julie, vous verrez Julie, vous me verrez. Donc, on est en plus sur la côte, on est un petit campus. Donc, on sera vraiment ravis de vous accueillir peut-être un jour sur le campus. Donc, maintenant, je passe la parole à professeur Lhomme. Merci beaucoup, doyen, de m'accorder la parole. Je suis très content de participer à cette conférence, hein. Et ça me fait bizarre de me dire est-ce que je ne me suis pas trompé, hein, en choisissant l'anthroposociologie à la faculté d'ethnologie. Est-ce que j'aurais dû choisir la psychologie? C'est passionnant. Je tiens à saluer le professeur Génitou qui est là, ainsi que pour les Bernard Delaugueux. Il y a des professeurs de la faculté qui nous ont rejoints. Alors, en fait, j'ai cela m'a permis de réfléchir en fait sur la métabilité humaine parce que certains moments, moi je lisais des livres de psychologie positive et je me rappelle bien de cette phrase de Marcos Cicéron et qui disait comme pour amour, et nous, amour in iris. Les temps changent et nous changeons avec eux. C'est la question. La question que je à laquelle et les questions qui m'intéressent vraiment, moi, je m'intéresse à des questions sur les différentes structures. Je ne sais pas si vous connaissez très bien est-ce que le doyen va vous aider. Moi, je me demande si les types de personnalités du MBTI ne sont-ils pas influencés par les contextes culturels et avez-vous constaté des variations dans les sociétés occidentales et d'autres cultures, bon, parmi lesquelles la culture haïtienne? Et une dernière question que j'aurais, c'est comment, et moi j'ai un souci anthropologique bien sûr, c'est comment adapter les grilles d'analyse du MBTI aux réalités psychosociales qui sont autres que celles du Canada, celles du Québec, par exemple, aux réalités psychosociales haïtiennes. Merci. C'est des bonnes questions. Mais effectivement, pouvez-vous me rappeler votre nom, monsieur? Laurent, ça suffira. Monsieur Laurent. Effectivement, je crois que le contexte culturel, comment on est dans un pays, ça va être différent d'une place à l'autre. Par exemple, si on prend, il y a certains pays qui vont être plus portés à observer, à écouter, on va leur avoir appris vraiment à être plus dans l'introversion. Mais je pense que le naturel, on le voit quand on est tout petit, mais oui, on est modelé beaucoup par notre environnement, par notre famille, par notre contexte culturel. Et ça peut donner l'impression, par exemple, qu'il y a des pays qui vont être peut-être plus avoir des tendances, exemple extraverti. On prend un Italien qui s'exprime avec tout son langage coloré, on va se dire qu'ils sont tous des extravertis, mais ça va être aussi dans la façon de s'exprimer. Mais je pense qu'on a quand même des prédispositions qui vont être naturelles dans tous les milieux. C'est comme, d'après ce que j'ai compris, avec le MBTI, on retrouve des proportions quand même similaires d'un pays à l'autre, mais la manière qui va se manifester peut être différente. Et là encore là, je ne prétendrai pas avoir la science parce que y a tellement beaucoup d'écrits sur le MBTI, tellement des gens qui ont fait des études. Et en même temps, ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas prendre ça comme une science exacte comparativement au Big Five parce que ça n'a pas été tout analysé. J'avais vu comment que M. Larose expliquait qu'en Europe, ça ne sera pas nécessairement les mêmes critères qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est vrai qu'on va utiliser plus d'approches à certains endroits. Donc, comme ici au Québec, des professeurs à l'université vont me dire ah, c'est pas scientifiquement prouvé. Peut-être, mais moi, je trouve qu'en général, ça aide quand même à mieux se connaître, identifier qui on est, tout ça. Puis, à date, je me trompe pas quand j'utilise le MBTI comme tel. Mais
c'est ça, tout le côté qui va être plus dans vos branches à vous, que j'ai de la misère un petit peu avec tous les termes, M. Laurent, mais je crois que oui, ça peut être teinté par tout ce qu'on vient et la culture, comment elle va s'appliquer, comment on va être dans le milieu, ça peut jouer. J'ai malheureusement pas eu la chance de visiter plein de pays dans le monde. Je suis plus comme une Québécoise qui est restée au Québec, là. Mais je peux imaginer en ayant côtoyé des individus, qu'il y a des gens qui ont l'air, par exemple, certains Asiatiques qui ont l'air plus à être introvertis, observateurs. Est-ce que c'est le même quand ils sont dans leur maison, avec leur famille, tout ça? Mais là, je ne pourrais pas dire. Ça répond comment? Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je pense que Francky, est-ce que tu voudrais gérer les questions, Francky? Je vois qu'il y avait Williams, Jean qui avait levé la main, il a fait des interventions aussi. Oui, voilà. Bon, voilà. Oui. Ok, bonsoir, M. Jimmy. Bonsoir, Bonsoir. Dr. Sandy Taos, cher assistant. En fait, j'ai l'honneur de participer à cette mascotte. En fait, l'émission, c'est concernant le MBD qui stipule que mieux se connaître pour mieux intervenir. En fait, étant donné que la connaissance de soi soit un processus, c'est quelque chose de tous les jours, Ouais. et que se connaître, c'est quand même des fois. Se connaître exige des expériences à soi-même. Alors, est-ce que l'individu sera toujours en mesure de s'identifier à l'MPT? Est-ce qu'il n'y aura pas de nuance, genre dans les parties ou dans les faits, que vous venez de relater? OK. C'est ça, certain. Moi, je dirais qu'il faut pas le prendre comme une photo. Puis dire c'est ça définitivement et je ne me fie qu'à ça. Je crois que ça, c'est un outil parmi d'autres. On dit que le Big Five est intéressant, mais je ne le connais pas vraiment. Il y a d'autres outils, par exemple, en orientation, nous autres, on utilise la typologie d'un lien, on va dire que c'est des types réalistes, investigateurs, artistiques, social, entrepreneurs. Il y a de manière de se connaître, effectivement, c'est au travers des expériences aussi qu'on apprend à se connaître. On ne se connaît pas juste seul dans notre dans notre sous-sol, à ne pas être confronté à des situations de la vie. Je pourrais bien dire que je suis une introvertie jusqu'à temps de me retrouver finalement dans un bain de foule et de réaliser que je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en contact avec des gens parce que je vis l'expérience. Je prends par exemple, euh, quand j'étais jeune, à 13-14 ans, j'aurais pensé que j'étais une introvertie parce que j'avais à un moment donné une idée d'intimidation au primaire, donc j'ai appris à me faire le plus discrète possible, de ne pas prendre ma place pour éviter les regards. Mais après ça, j'ai vécu une expérience avec ce qu'on appelait les cadets de la marine, où on avait la possibilité de vivre une vie de groupe, d'intervenir pour prendre le leadership, donner des cours. Et là, j'ai découvert que oui, j'aimais ça être en contact, parler avec les autres, donner des cours, parce que j'ai vécu l'expérience. Les deux expériences m'amenaient à me voir différemment. Dans un premier temps, l'intimidation primaire, en fait, que je me serais vue comme une introvertie. Mais après ça, après avoir vécu l'expérience des cadets, là, j'ai vu vraiment plus ma nature extravertie. Je me suis permis d'être moi-même, de vivre mon expérience. Et si après ça, je pose la question à mes parents, comment j'étais petite, là, ils me disent, oh mon Dieu, tu allais vers les gens, tu parlais avec les autres, t'aimais vraiment être avec plein de gens. Là, c'est comme, oh, OK, c'est une révélation parce que j'avais oublié cette partie-là de moi, par exemple. Ça répond-tu? Comme il faut. Perry, c'est Perry le prénom, c'est ça? Ah oui, oui, ça sera pour ça. Je vous remercie de votre approche. Bien, bien édité. Bien, alors, merci déjà, Julie, pour votre présentation. Maintenant, je prends le relais en tant que modérateur ou encore professeur assistant pour
pour ce cours de psychologie sociale. C'est parfait. Merci. Donc, bien que Sandy Larose, qui est le professeur titulaire du cours, il a déjà fait, alors il a déjà posé plein de questions et il nous a déjà fait des remerciements aussi pour votre présentation assez enrichissante. Donc, on va poursuivre avec toutes les questions qui nous restent, comme ça, pour pouvoir mieux éclairer votre présentation, pour pouvoir aussi faciliter la compréhension des participants. Donc, en attendant, il y a le professeur Laurent qui a levé la main. Je ne sais pas s'il a eu une autre intervention à faire. Donc, professeur Laurent, je vous donne la parole. Merci. En fait, je te fais remarquer qu'il y a des questions dans le chat qui peut-être ne pas y tenir compte. Moi, en fait, je regarde les questions comme je voyais pas qui étaient levées. Je me demande si ça n'arrive pas que le MBT soit critiqué pour son manque de fréquence pour eux. Oui, vu la façon que je vois que ça partie les traits de personnalité de personnage. Et je me demande comment l'intervenant ordinairement répond à ces critiques dans le cadre d'une situation de médecine psychologie sociale. C'est ma dernière question. Oui, c'est une bonne question, puisque vous dites effectivement, le MBTI va être souvent critiqué pour son manque de fondement comme ça théorique. Oui, effectivement, puis j'en avais parlé avec M. Larose. Effectivement, c'est ce qu'on va dire, mais en même temps, je trouve qu'il est un bon outil pour mieux se connaître, puis souvent, ça parle aux gens. Quand je leur en parle, que je leur montre, qu'on regarde leur type de personnalité, ça leur donne plus de pistes que le contraire. Donc, c'est le voir plus comme un outil qui permet d'ouvrir ses horizons, qui permet d'explorer des dimensions de soi, mais en même temps, c'est de ne pas se fermer aux autres sortes de tests, aux autres, par exemple, le Big Five qui est plus connu comme tel, comme un élément scientifique comme tel. Mais moi, j'aime beaucoup, comme je vous dis, utiliser l'outil parce que ça parle beaucoup et ça permet une exploration de soi. Est-ce que ça répond, M. Laurent? Oui, ça va. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, avant de prendre d'autres personnes, donc on va essayer de prendre certaines questions dans le chat. Il y a Michanda Préval qui a demandé est-ce que plusieurs types peuvent se manifester dans une seule personne? Par rapport aux 16 types de personnalités que vous avez présentés, Julie, donc on se demande est-ce que quelqu'un peut avoir plusieurs types? Moi, je pensais que oui. Dans le sens que ce que j'ai observé chez des gens, je pense à un jeune homme que je connais bien, qui a autant le type sensation que le type intuition, autant le type jugement que le type perception. C'est pour ça que je trouve que c'est d'aller chercher à l'intérieur les éléments qui nous parlent. Vu justement qu'on se connaît, on peut aussi dire, ah oui, je me reconnais tant, mettons, dans l'aspect, par exemple, sensation que intuition. Mais on a quand même plus des préférences naturelles en général. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Je dis des fois aux étudiants, allez juste regarder si vous avez le profil NFP, par exemple. Allez voir aussi d'autres à côté, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez l'impression que ça vous ressemble plus. Vous vous connaissez au travers vos expériences, au travers, dans le fond, ce que les gens peuvent vous refléter. Donc, c'est de ne pas rester non plus accroché juste à des lettres et dire c'est juste ça que je suis. Je crois que c'est important de se permettre d'explorer les autres types autour et voir qu'est-ce qui nous ressemble vraiment. On s'en sert comme un outil, dans le fond. Faut pas que ça soit une recette et que c'est juste ça. D'accord, bon, d'accord. Merci pour votre réponse. Alors, il y a aussi Jean-Gardi Michel qui a posé la question qui dit qu'est-ce qui fait la différence entre une personne introvertie, une personne timide et une personne qui a un manque d'estime de soi? Et L'introverti, timidité et estime de soi. Quelle différence? est-ce que, moi, j'ai tendance à dire timidité. Tu sais, j'aimerais bien le définir timidité comme tel.
Parce que je suis pas sûre que parce que tu es introverti, que tu es nécessairement timide. Mais c'est sûr qu'on va retrouver des traits chez les gens introvertis vont peut-être plus voir de timide chez les gens introvertis parce que justement, ils vont être plus en observation, ils vont réfléchir avant de parler. Est-ce que c'est absolument de la timidité? J'aurais de la misère à dire. On peut-tu le mettons comme juste aller chercher la définition de timidité, juste comme pour faire plus le lien? Veux-tu faire ça? Oui, il n'y a pas de problème. Ça peut paraître drôle à dire, mais j'aime bien avoir la définition juste du mot pour qu'on puisse argumenter dessus. Un instant, je cherche pour vous. D'accord. Timidité en psychologie, c'est un sentiment d'appréhension face à une situation sociale. C'est un sentiment d'appréhension face à une situation sociale. Par exemple, euh, alors ça, c'est. Alors, je prends une autre définition qui est plus simple. OK, donc, timide, à l'instant, je prends. Alors, quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui est craintif, quelqu'un qui manque de hardiesse ou encore d'assurance. OK, donc c'est sûr qu'on peut penser que le type introverti, il y en a qui pourraient être timides, mais à la limite, je pense qu'il y a des gens qui vont être extravertis, qui peuvent être aussi des timides. Exemple, on prend des gens qui font du théâtre, qui vont faire qui vont chanter sur la scène, être même des humoristes, puis certains d'entre eux, on va dire, mais mon Dieu, il n'a pas l'air du tout comme il n'y a pas l'air timide, et pourtant ils vont être extravertis pareil, puis ils disent, oui, je suis bien timide. Donc, je ne suis pas sûre que je l'associerais nécessairement absolument introversion ou extraversion comme tel. Mais oui, on peut retrouver peut-être plus d'introvertis en même temps, des timides introvertis. Pourquoi? Parce que justement, ils réfléchissent avant de parler. Mais est-ce que c'est parce que c'est juste de la timidité? J'aurais pas tendance à penser que c'est juste ça non plus. Puis, est-ce qu'un introverti va avoir moins de confiance en lui? Je ne croirais pas. Il y a des introvertis qui vont avoir vraiment confiance en eux, mais peut-être qu'ils n'auront pas confiance en eux dans établir plusieurs relations avec plein de monde. Tu sais, c'est ça aussi, comme on peut voir un extraverti qui va manquer de confiance en lui sur des aspects. Je pense que la confiance en soi, ça ne vient pas avec le type introversion ou extraversion. Oui, d'accord. Maintenant, une autre question, c'est une question de Charles et aussi de Ralph et aussi de Mackinson. Ralph a dit, est-ce que l'introverti a un type de personnalité héréditaire? Ça, c'est pour Ralph. Et il y a aussi Mackinson qui a dit, est-il toujours bon d'être introverti? Est-ce que l'introverti, c'est héréditaire et est-ce qu'il est toujours bon d'être introverti? Ça, je ne pourrais pas répondre est-ce que c'est héréditaire ou pas, parce que si on regarde dans une famille, on peut avoir plein de personnes complètement différentes. Est-ce que ça vient de l'hérédité? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Je serais curieuse d'aller voir. Ça vaudrait la peine d'aller voir est-ce qu'il y a une part d'hérédité. Ben, s'il y a des tempéraments, il va y avoir un peu d'hérédité, mais là, je ne m'avance peut-être pas à dire si c'est héréditaire. Là, l'autre question, c'était Est-il toujours bon d'être introverti? ça dépend. Ça dépend. C'est comme est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Pas bon, c'est une préférence naturelle. Euh, Parfois, exemple, un extraverti, des fois, aurait tendance à plus réfléchir avant d'agir. Est-ce que c'est toujours bon? Quoi, c'est bon? Encore là, il n'y a pas de là-dessus de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est tout simplement, c'est comme si on est tout simplement. Donc, est-ce que c'est bon d'être un introverti? Ben, dans certaines situations, je pense que c'est un avantage d'être un introverti. Dans d'autres, ça ne l'est pas. Ça dépend dans quel contexte, dans quel milieu on va être. Super. Maintenant, dernière question sur le chat. Comment comment la connaissance MBTI peut-elle influencer la bonne qualité des relations ainsi que des interventions
surtout dans le contexte social. Je reprends la question, c'est comment la connaissance en fait, des MBTI peut-elle influencer la bonne qualité des relations ainsi que des interventions, surtout dans un contexte social. Ben, la première des choses, je dirais, comment ça peut influencer, si je connais mon type de fonctionnement et que je suis plus attentif au fonctionnement des autres, je vais peut-être être moins à ce moment-là dans le jugement, et je vais peut-être essayer de, de trouver une façon de mieux communiquer. Est-ce qu'on va éviter absolument les conflits, le fait de connaître le MBTI? On reste des humains avec nos impulsions naturelles, tout ça, mais ça peut nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'autre, de l'accepter aussi et de travailler avec comment l'autre personne allait. Ça prend quand même une certaine ouverture quand je dis ça. C'est pas évident. Ça évite pas toujours non plus les conflits. Ça dépend de l'autre personne aussi, comment elle va se positionner face à nous, mais ça peut aider à trouver une façon d'entrer en relation avec une personne, à valoriser les forces qu'elle va avoir. Donc, si on valorise aussi les forces que l'autre a, je pense que ça peut aider dans la communication. Bien, alors moi, j'ai aussi une question avant de prendre Mouraxon qui a Mouraxon et Mika. J'ai une question, c'est par rapport à la réponse que vous avez donnée. Je me demandais, en fait, est-ce qu'on peut mal utiliser le MMDT? Alors, je prends un exemple. Admettons que quelqu'un dit, par exemple, qu'il est ISTJ. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il ne peut pas être, en fait, qu'il ne peut pas subir une sorte de stéréotype limitant dans la mesure où on pourrait dire, bah, toi-même, tu es ISTJ, tu ne peux pas être ci, tu ne peux pas être ça. Bon, puisque vous êtes conseiller d'orientation, je vais demander, est-ce que dans une certaine mesure, ça peut être mal utilisé? Comme un couteau, ça peut être mal utilisé. Un couteau peut être bien utilisé à s'en faire comme il faut. La même chose à MBTI. Je crois que si je m'en sers pour dominer, contrôler, pour juger, pour trouver les faiblesses, à la limite, ça pourrait mal servir. Tout est dans la façon comment on veut l'utiliser soi-même. Mais la question est intéressante, Francky. Oui, je crois que des fois, de connaître l'autre personne, en connaît ses difficultés, on peut peut-être s'en servir comme un coup parfois pour faire mal aussi. Ok, ça marche. Merci. Oui, c'est coupé. D'accord. Oui, merci. Alors, je passe la parole maintenant à Watson. Watson, vous avez la parole pour Watson, vous êtes là. Merci, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'interférences, les Watson. Est-ce que ça marche? Ah, oui. Est-ce que ça marche? Oui, allez-y. Bonsoir à tous. Merci infiniment, Madame Dubé, pour votre intervention d'être édifiante. Et je ne vois plus le professeur et Laurent qui était là. Je voulais également le remercier pour ces questions, les questions qu'il a posées, qui ont permis d'apporter des éléments de réponse. Donc, des éléments je dirais, qui m'interpellaient un petit peu. La question, c'est de vous demander, Madame Dubé, est-ce que le MDTI a pensé, a pris en considération au sens s'il a pensé à des techniques des méthodes qui pourraient aider à ce type de personnalité à s'améliorer, à relever ce que j'entends par méthode les obstacles auxquels on peut trouver des éléments de solution. Est-ce que le MDTI a pensé à ces outils et des méthodes et techniques susceptibles d'aider ces différentes personnalités à leur La question est vraiment intéressante. Est-ce que l'UTI s'est attardé à ça? Souvent, ça a été pour mieux, mettons, déterminer des profils, d'aider à gérer des relations, des conflits, des choses comme ça. Donc, à partir de ce qu'on connaît, ça serait peut-être justement d'aller voir est-ce que des gens qui travaillent avec ont développé des stratégies pour améliorer, par exemple, quelqu'un qui se rend compte qui
aurait avantage à développer davantage son volet relationnel. Le comment, maintenant, je pense que ça va être peut-être avec l'intervenant. Bon, si j'ai de la difficulté à entrer en relation, ben, comment je pourrais le développer avec des objectifs, avec des moyens, tout ça. Tu sais, exemple, justement, le côté comportemental un peu, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis en même temps, de travailler à comment je me sens quand je vis de façon nouvelle de faire. Par exemple, si, tu sais, moi, je vous disais tantôt, moi, je suis une ENFP, donc, on s'entend-tu que parfois, le côté structure, organisation, méthode, je travaille plus fort. Mais il existe des outils où je peux avoir à le travailler sans changer ma nature profonde. Ben, je peux me donner des outils qui vont m'aider à développer ce qui peut, pour moi, être une lacune ou une difficulté aussi. C'est pour ça que quand je l'ai présenté, j'ai présenté les forces, mais aussi les défis. Si j'ai besoin dans mon travail d'être structuré, organisé, méthodique, et que c'est pas dans ma nature profonde, est-ce que je peux quand même le développer? Oui, je crois qu'il y a des choses qui peuvent se développer. Est-ce que ça va être aussi naturel que pour d'autres? Probablement pas, parce que c'est pas mes prédispositions naturelles. Mais oui, je peux le faire, je peux le développer, mais avec beaucoup de travail, avec des outils. Mais c'est ça. Donc, le MBTI peut devenir un outil pour, oui, se fixer des objectifs, développer des aspects, mais on ne change pas notre nature profonde non plus à 100%. Ça répond-tu, mes Watson? Oui, ça va, merci. 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 Maintenant, on passe la parole à Jusnica et Hérolus. On dirait qu'on a perdu Jusnica. Karine, on te passe la parole. Je suis là. Ok. D'accord. Merci. Bonjour, Jessica. Bonjour, madame. Alors, ma question, c'est, n'existe-t-il pas des personnes qui s'adaptent tout simplement, des personnes qui s'adaptent à des situations ou du moins à leur environnement? Par exemple, disons que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mamie, tu vas à la fête, c'est le moment de sociabiliser, de parler avec les autres, ça passe, ok? Le lendemain, tu restes chez toi, ça va, c'est le moment de se concentrer sur soi, ça va. Après, il y a un devoir au groupe, il y a personne qui peut prendre le devant, tu prends le devant. Tout simplement, tu t'adaptes à la situation. N'existe-t-il pas des personnes qui sont comme ça? Est-ce que oui, c'est ça? Effectivement, il y a des gens qui vont s'adapter plus facilement. On va peut-être le voir plus chez des gens qui vont être dans un mode, je dirais peut-être feeling, prendre, comme s'adapter aussi aux autres, de faire attention dans les relations, ces choses-là, avec un côté perception, ils vont s'adapter. Mais, comme vous avez dit tantôt, je vais être dans une fête, je vais m'adapter. Après ça, je vais avoir besoin de récupérer mon énergie. Je dirais que l'extraverti extraverti, lui, il va carburer à être continuellement dans les relations avec les autres. Parfois, il va même être stressé s'il ne voit pas du monde. Mais comme on disait, oui, il y a on peut s'adapter comme tel, mais il y a des types qui vont avoir plus de difficultés à s'adapter. En général, les types qui vont être très, très forts du côté jugement, jugement, le côté attendez, thinking, eux vont avoir plus de difficultés à s'adapter. Ils vont être beaucoup plus dans une structure, dans une rigidité que certains autres types de personnalités. Mais encore là, je parle, admettons, des types qui seraient assez purs parce qu'on n'est jamais un type pur non plus à 100%. Mais, Joseph, quand je suis curieuse, qu'est-ce que ça t'a donné comme type de personnalité? En fait, c'est parce que moi-même, c'est comme si je suis un juste milieu. Pour les 4 questions que vous avez posées, c'est un peu un juste milieu pour moi. Parce que je n'arrive pas trop à savoir si je suis extra ou intro. Donc, pour moi, c'est tout simplement un juste milieu. Je pense si c'est nécessaire. Après, ça, je m'adapte. C'est comme ça que je le fais. C'est pour ça, comme tu dis, que est-ce qu'on peut être, admettons, s'adapter? Ça se peut que vous soyez plus centré dans vos différents aspects sans avoir des traits qui se démarquent fortement.
Mais ici, vous posez des questions, mettons, comme à votre mère. Est-ce que vous voyez plus comme une introvertie ou une extravertie? On a des tendances naturelles pareilles. Mais on s'adapte aussi. On veut s'adapter à ce qu'on attend de nous dans notre société. Donc, ça peut être difficile de définir c'était quoi nos préférences personnelles. OK. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Avec le boucher. D'accord. Maintenant, oui, Joséka, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais juste merci, ça va, merci beaucoup. D'accord. Oui, alors, je dis, est-ce que dans ce cas, est-ce que dans ce cas, c'est pas une sorte de limite au MBTI du fait que le MBTI n'a pas pris en compte la question d'ambiguïté, qui est une perspective, c'est le milieu entre l'introverti et l'extraverti. Est-ce que, à mon avis, c'est pas une sorte de limite à la question de MBTI? Oui, ben, c'est sûr que ça va avoir ses limites. Et est-ce que, tu sais, comme Josiane Kahn disait, elle se trouve au milieu dans tous les aspects. À ce moment-là, c'est difficile de voir qui on est totalement là-dedans. À ce moment-là, on peut peut-être utiliser d'autres outils pour aller chercher des aspects ou de prendre en note c'est quoi mes préférences que j'ai tendance à faire, par exemple. Est-ce que j'ai plus une tendance naturelle de vouloir être plus souvent en contact avec les autres ou j'ai plus une tendance à être dans l'observation, l'analyse, prendre du recul, être ça? Ça, c'est quoi ma tendance naturelle? Mais c'est pas, c'est sûr que ça a ses limites. N'importe quel outil, à mon avis, va avoir quand même ses limites. Mais ça pourrait être intéressant à ce moment-là, peut-être d'aller chercher. Mais ça se peut que tu le ferais le test, excuse-moi, je ne dis pas bien ton nom, José Nigat. Tu ferais le test et ça se peut que ça va rester au milieu. Ça se peut que tu as une personnalité qui va être plus adaptative, qui va aller créer des situations aussi. C'est correct aussi. Je ne crois pas qu'il y a un bon type ou un mauvais type de personnalité. Il faut juste vraiment faire ressortir c'est quoi mes forces là-dedans, mes difficultés. Simplement. Super, merci. Maintenant, on passe la parole à Caroline. Caroline, s'il vous plaît, tu as la parole. Oui, Paki et On entend pas bien. l'intervention. Caroline, Oui, merci. ok. Merci, Paki. Je passe à la question. Donc, est-ce que certaines fois, on dit de l'introverti à l'extraverti? Donc, Je pense Caroline, je pense qu'il y a un problème de réseau de votre côté parce que ça passe pas bien. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre la question dans le chat, mais ça passe très mal. Tu veux réessayer? Tu veux quand même réessayer de voir est-ce que ça marche? oui, est-ce que ça, allô? Oui, maintenant ça passe mieux. Si parfois on peut passer de l'introverti à l'extraverti. Donc, ce que j'ai en tête, c'est que dans des situations, une personne peut afficher des comportements et dans d'autres, afficher des comportements et cela pourrait être on dirait que ça a coupé, Caroline. Je ne sais pas s'il y aurait moyen d'écrire la question. Francky pourrait me la dire. Alors, on n'a pas entendu les explications, mais je pense que la question est claire. C'est est-ce qu'il y a moyen de passer d'introverti, en fait, d'introverti à extraverti? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être interchangeable dans la mesure où, dans une certaine mesure, on peut être introverti, dans d'autres, extraverti? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen de sortir d'un type à un autre? Je pense que c'est ça la question. Oui, c'est intéressant comme question. Je crois que parfois, si on est dans un environnement où on va être moins à l'aise, qu'on va se sentir moins bien, on risque peut-être d'être plus en mode observation, en mode analyse, en retrait, tout ça, mais est-ce que c'est une tendance plus naturelle ou une façon
de se protéger dans une situation où on va être moins à l'aise. Si on est dans les meilleures conditions optimales avec soit les gens qui sont autour de nous, est-ce que je vais d'un coup être dans l'introversion? Par exemple, moi, je me considère comme une extravertie, mais est-ce qu'il y a des milieux ou des endroits où je vais sentir que je ne peux pas être une extravertie? Oui. Ça va être mon ressenti, ça va être ce que je perçois dans le moment, le milieu, tout ça peut faire en sorte que je vais adopter des comportements plus introvertis. Puis ce qui est intéressant, je vais aller voir un peu plus, mais il y a, et là, ça, je ne pourrais pas vous le dire par cœur, mais il y a des fonctions primaires, secondaires, tertiaires. Il y a des éléments exemples. Un extraverti pourrait devenir plus introverti dans certaines situations. Même, exemple, s'il ne va pas bien, il pourrait être plus en mode observation, moins parler, plus se retirer, tout ça. Donc, oui, on peut passer d'un à l'autre. L'être humain est complexe quand même. Puis, ça peut être intéressant d'aller lire justement sur le côté fonction primaire, secondaire, tertiaire, parce que justement, dans certaines circonstances, on va être moins à notre meilleur. Ben, peut-être si je suis un extroverti, que je vais devenir plus un introverti, ou même un introverti dans certaines situations pourrait devenir extraverti. C'est pour ça qu'on a les fonctions principales du naturel qui vont être là, mais c'est pas toujours ça. Oui, il y a des moments où on pourrait devenir introverti dépendamment de la situation, dépendamment de plusieurs facteurs. Bien, bien, oui, je pense que c'est clair, c'est une très bonne réponse. Maintenant, alors, je rappelle qu'on va finir à 20 heures, donc on va prendre vite fait Dudley. Dudley à risque, il faut essayer d'être bref, mais aussi précis dans. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dudley. Bonsoir, Madame Julie. Merci pour l'intervention. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si l'introversion et l'extraversion est innée ou liée à l'environnement dans nos vies. Et la deuxième, c'est de savoir si les astrologiques sont liées à cette diversité personnalité. Oh mon Dieu, moi, le signe astrologique, c'est pas une dimension que je connais beaucoup. Pas beaucoup. Dans le volet, je dirais, l'astrologie, tout ça, j'embarque pas du tout là-dedans. C'est pas une science que je connais. Je suis moins connaissante de l'astrologie. L'autre question, c'était, j'avais mal compris, est-ce que, Francky, tu pourrais me la redire? Dudley, est-ce que vous pouvez me dire votre question, la première? J'aimerais savoir si l'introversion et l'extraversion est innée ou environnementale. Si c'est environnemental, Innée. inné. Ben, je pense qu'on est avec des prédispositions, ben, pas juste je pense, euh, on a des prédispositions naturelles, un type de personnalité, un tempérament, même dès la naissance. Si on regarde dans votre famille, les gens autour de vous, souvent, on va le voir tout petit, si ça va être une personne qui va être structurée, organisée, méthodique, si elle va être une introvertie ou une extravertie, on voit assez rapidement. Il y a comme le tempérament est là, même dès la naissance, mais c'est sûr que l'environnement peut jouer sur ce qu'on va être, nos prédispositions aussi. Très bien. Maintenant, on va prendre une dernière question. Je pense on va prendre à Abigail. D'accord, on va prendre à Abigail au plus. Donc, ça va être notre dernière question vis-à-vis des participants pour pouvoir terminer la discussion. Abigail, on passe la parole. Bonsoir, professeur Samji, ainsi que notre assistant santé. Et bonsoir à toi,
Bonjour, Abigail. Nous sommes heureux que vous soyez ici avec nous pour nous écouter sur le MBTI. Bon, pendant le cours, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. J'aimerais savoir comment le MBTI peut être quelqu'un qui est introverti et quelle différence existe entre le MBTI et la conscience de soi. Là, la conscience de soi, là, moi, je dirais, je m'arrête pas beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de conscience de soi, juste pour m'éclairer un petit peu? Pierre? Parce que, en fait, on se connaît que la conscience de soi désigne la capacité qu'a une personne de conscience de ses pensées, ses émotions, etc. Donc, j'aimerais mieux approfondir en cela par rapport avec le MBTI. Ben, moi, ce que je peux vous dire, de ce que je connais de MBTI, par rapport à la conscience de soi, en prenant justement, en étant plus sensible à qui je suis, mon mode de comportement, mes attitudes, comment je vais intervenir dans telle situation, ça m'aide, je pense, à être consciente de ce que je suis. Par exemple, si je me suis rendu compte que, pourquoi, mettons, que je me sentais pas bien quand j'étais toute seule dans mon coin, c'est mon côté que j'ai besoin d'être en relation avec les autres, ça m'énergie, ça me fait du bien. Mais en étant consciente, c'est facile de m'apprécier comme je suis, puis de reconnaître aussi mon mode de fonctionnement. Est-ce que ça répond quand même assez bien, Pierre? Ce qui est bien, moi, ce que je vous conseille, c'est justement d'aller faire un tour sur les statistiques que vous allez pouvoir avoir encore plus d'informations, voir ce que vous vous reconnaissez là-dedans, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains types de relations. Par exemple, ça peut être aussi comment je fais face au stress dans certaines situations. Moi, ça m'a aidé à, comme on dit, peut-être avoir une meilleure conscience de moi et de pas tout le temps non plus me juger par rapport au fait que je ne suis pas tel type de personnalité. Exemple, moi, je ne fais jamais une personne qui va être ou dans l'organisation, l'horaire, la structure, tout ça, ça fait pas partie de ce que je suis naturellement. Par contre, quand j'ai besoin de le travailler, je vais chercher des outils, mais j'accepte aussi que ce n'est pas ma nature profonde. Ça me permet peut-être d'avoir une meilleure conscience de moi-même, puis de mieux m'estimer, puis d'apprécier ce que je suis. Est-ce que ça répond quand même à Pierre? Oui. Très bien. Donc, merci Julie pour votre présentation. Ça a été très enrichissant. Donc, nous avons très apprécié votre présentation. En fait, avant de passer la parole à Professeur Santi, professeur titulaire du expo, pour lui dire quelqu'un de mot, je voudrais aussi en savoir, est-ce que, mis à part la différence culturelle que le professeur Laurent a mentionné, et que vous avez apporté des éléments de réponse, mis à part la différence culturelle, est-ce que deux personnes avec le même type de MBTI peuvent être différents dans la vie réelle, mis à part la différence culturelle? Ah oui, oui, je crois que oui. Il y a 16 types de personnalités, on est des milliards sur la Terre. Il n'y a pas seulement 16 types de personnes. Il y a des nuances, il y a des façons de s'exprimer, il y a toutes les valeurs, l'expérience, tout ça. Ça rentre en ligne de compte pour faire notre unicité. Ça va juste nous aider à identifier certains aspects de nous, justement, pour peut-être juste avoir une meilleure conscience de soi, comme Abigail disait. Donc, il faut le prendre avec une certaine nuance. Il ne faut pas dire c'est comme ça je suis et par exemple, les personnes qui sont ENFP sont tous pareils, mais ils peuvent se trouver des points communs par contre. Je trouve que c'est ça que je vais reconnaître plus facilement une personne qui va être une ENFP dans sa façon d'agir, je vais le voir tout de suite, ces traits de caractère-là, mais comme l'être humain est complexe et riche de toute son individualité, ben, je crois qu'il faut faire attention de ne pas cadrer les gens dans des petites cases non plus.
Très bien, très bien. Eh ben, merci, Julie. Mais, je tiens aussi à remercier le professeur Jean-Yves Blo, le professeur Laurent et d'autres professeurs et enseignants qui ont été qui nous ont suivis pour cette belle conférence. Donc, je pense que vous nous avez bien éclairé en termes d'éléments par rapport au MPUP. Et ouais, je vous dis à bientôt. Donc, je passe la parole au professeur Santi Larose pour, euh, pour la suite. Merci, Julie. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Francky. Et surtout, Julie, écoute, on est content. On est vraiment content de vous avoir ici avec nous. Et puis, vous voyez maintenant pourquoi en fait, même si je suis au Canada, je fais toujours ce cours parce que c'est des étudiants, en fait, à chaque année, qui aiment ça, qui aiment la connaissance. Écoute, on pourrait te garder là pendant 5 heures de temps encore. Il va y avoir des questions, des réflexions. Donc, c'est ces genres d'étudiants-là qu'on a en Haïti. Et l'espoir d'Haïti, c'est eux. C'est vraiment ces étudiants et ces étudiants qui ont cette ouverture d'esprit de poser des questions, de réfléchir. Et puis, quand je les avais annoncé que tu serais là, donc ils étaient contents. Donc, c'est des petits loups là qui ont envie de te manger aussi avec des questions. Donc, ça, c'est dans notre nature. Oui, mais oui, c'est dans notre nature. Donc, on est vif là. On aime poser des questions. Et puis, merci beaucoup aussi à des professeurs qui ont laissé leur activité pour nous joindre cet après-midi. Professeur Jean Claude, professeur Laurent Stéphane, Emmanuel, professeur Lhomme et d'autres professeurs dont je ne connais pas les noms, mais il y en a beaucoup qui sont avec nous ici. Et merci encore, Julie. Donc, je pense que c'est la première fois, mais je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois. Donc, c'est pas la dernière fois. En fait, tu recevras sûrement d'autres invitations et on a beaucoup, beaucoup apprécié et, en fait, la clarté du discours, mais aussi tu fais ça avec beaucoup d'amour, beaucoup avec ton cœur. Ben, et c'est ton métier, c'est ça, comme conseillère en orientation. Donc, tu mets toujours un peu de toi dans ce que tu fais. Et nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Terry avait posé une question, je n'étais pas capable de répondre, mais je serais curieuse d'aller chercher voir les comportementalistes, comment ils voient ça, avec l'MBTI, puis on pourrait peut-être revenir avec ça. Ah, au plaisir. Au plaisir, au plaisir. Donc, écoute, ça a été un plaisir tout le monde. Et écoute, merci à ceux qui nous ont suivis sur TikTok, et sur Zoom et puis sur Google Meet. Donc, on était une centaine à suivre ensemble hein, cet exposé sur MBTI. Mieux se connaître pour mieux intervenir, mais aussi mieux se connaître pour mieux avancer dans la vie. Donc, ça, c'est important. Donc, et c'est là la dimension de la conscience de soi, parce que Abigail a sauvé est très, très important et très important pour nous permettre parce que si on ne se connaît pas, comme on l'avait dit, Julie, on ne peut pas non plus aider les autres comme psychologue, comme travailleuse sociale ou comme sociologue. Donc, on a besoin de se connaître et MBTI, comme Julie l'avait dit, c'est un outil qui a beaucoup de faiblesses, de lacunes, mais c'est aussi un outil qui peut nous aider à éclairer en tout cas, sur nos traits de personnalité. Donc, on va dire que c'est un outil complémentaire, c'est un outil il pourrait y avoir d'autres outils qui peuvent venir pour complémenter un peu, mais c'est déjà un bon point de départ si on peut savoir quel trait ou quel type de personnalité qu'on a, et puis la personne qui est en face de nous aussi, quel type de personnalité, quel trait de personnalité, pourrait nous aider dans nos interventions à être des meilleurs psychologues, à être des meilleurs sociologues, des meilleurs travailleurs sociaux. Encore une fois, merci de tout cœur, Julie. Donc, on aura la chance de jaser un peu plus. Écoute, merci de ton temps, merci pour cette belle présentation. Et je partagerai avec les étudiants le PowerPoint pour qu'ils puissent aller, qu'elles puissent aller aussi je ne sais pas, fouiller. Je sais qu'ils vont lire beaucoup. C'est des étudiants qui aiment lire. Donc, ils vont lire beaucoup et puis peut-être qu'ils vont devenir à l'avenir des spécialistes de MBTI, qui sait? On ne sait jamais. Plus que moi. Oh, ouais, mais oui, absolument. Les élèves vont dépasser les maîtres. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Bye bye, à bientôt.